je ne veux pas allonger parce qu'on se trouve, et c'est ça, on se trouve tout à fait, mais je te remercie d'avoir apporté un élément de synthèse en quelque sorte, en centrant autour de cette notion qui est incontestablement centrale dans l'organisation de ma pensée, qui est celle d'utopie, comme on l'a dit ce matin, dans un sens un peu particulier, c'est-à-dire en faisant la différence que je n'ai pas inventé moi, d'ailleurs je l'ai emprunté comme beaucoup de choses, mais fait mienne, je l'ai emprunté à Deleuze, qui a permis de synthétiser ma pensée sur ce plan-là, la différence entre des utopies qui sont rationnelles ou transcendantes, c'est-à-dire qui font des projets et qui veulent adapter le monde à ces projets, donc qui sont essentiellement contraignantes, et d'autres qui se greffent sur le développement de la sensibilité, du corps, des passions. On avait fait cela. Or, l'utopie telle que je la conçois est dans ce sens-là, celle de Fourier en particulier, est dans ce sens-là. Et puisque tu as parlé de l'hospitalité, on pourrait dire que l'utopie ou les pensées utopiques d'une façon générale depuis l'Antiquité n'a pas été, dans ses constructions, n'a pas été particulièrement orienté vers l'hospitalité. Ça a été orienté vers la construction de modèles rationnels. Et de sorte que, bien que l'on ne puisse pas dire que, par exemple, chez Platon, les utopies que tu as mentionnées, en particulier dans les lois, soient hostiles à l'étranger, elle en ménage un accueil extrêmement réservé. De la même façon, dans Thomas More, dans l'Utopia de Thomas More qui a fondé l'utopie moderne, les étrangers ont droit d'accueil, mais un droit d'accueil qui n'est pas exactement un droit d'installation. Il n'y a qu'avec Fourier que l'idée d'une hospitalité universelle, l'extension, c'est-à-dire de ce qui est valable pour l'ordre sociétaire à l'ensemble de la planète, fait que l'utopie se trouve liée d'une façon coextensive, en quelque sorte, à une hospitalité. À ce moment-là, il y a une sorte de modification très profonde de la notion utopique qui passe de cette sorte de transcendance prévisionnelle et d'intention essentiellement rationnelle et organisatrice à quelque chose qui est calqué au contraire sur la diversité de la vie, sur la diversité des espèces, des caractères, des goûts, etc., qui fait que l'on ne peut pas confondre exactement, sous le nom général d'utopie, des formes qui sont des spéculations qui sont assez différentes les unes des autres. Mais si l'on veut, on peut dégager de cela. Ça a été fait par Ernst Bloch, par exemple, ce qu'on pourrait appeler un esprit d'utopie, qui est toujours, et tu l'as souligné à juste titre, une façon d'alléger le réel, de se libérer des contraintes, de spéculer, de jeter des ponts, de tracer des lignes, de procéder par des sortes de visions anticipatrices, même si ces visions anticipatrices ne sont pas orientées vers des réalisations précises. Il est certain que Fourier a toujours été en conflit avec les fourriéristes qui ont tenu à des réalisations, à des installations de phalanstères qui malheureusement ont correspondu en général, non pas peut-être à des échecs comme on l'entend trop généralement, il y a eu des choses qui ont été assez réussies, mais qui ont été malgré tout tout à fait éloignées de ce qu'est la force du texte fourriériste. C'est pour ça que dans ce domaine-là, on pourrait dire que l'utopie reste au niveau de la réflexion philosophique, de la pensée, de la projection
philosophique ou de la vision, et n'est pas quelque chose qui soit une programmation, mais c'est une forme, donc c'est une forme de la pensée, c'est quelque chose qui permet à la pensée de se détendre, de pouvoir aller au-delà de la contingence du moment, comme elle lui permet également d'aller peut-être au-delà de la contingence d'une pensée strictement limitée dans les cadres, comme le disait Brossa, dans les cadres du juridique, ou dans les cadres d'un humanisme restreint. Et comme le fait Fourier, par une sorte d'anticipation, cette fois, de relier la transformation du monde humain avec une autre forme d'existence de la planète, une autre forme, comme on le dira à certains moments, une autre forme d'alliance avec la Terre et avec ce qui dépasse l'humain. Donc on voit que l'utopie est bien quelque chose qui propose une forme de pensée qui recouvre le même champ, et ce n'est pas exactement la même chose que d'autres formes de réflexion philosophique, mais ça recouvre le même champ, c'est-à-dire celui de la Terre, celui de la planète, celui à la fois du cosmique et du psychique. Mais je ne me lance pas dans des dissertations là-dessus, parce que c'était surtout pour te complimenter, te remercier d'avoir attiré l'attention là-dessus, et je rends la parole immédiatement à Patrice Vermeeren. Donc je suis censée à vous présenter les cahiers philosophiques de la fac, numéro 10. Et il y a des différents articles consacrés à René Scherrer, et il y a aussi un DVD à la fin d'un exemple dans une classe de la 4e, comme quoi Scherrer introduit les enfants à la philosophie. Donc c'est un très très beau document, il est à peu près d'1h30, mais c'est un document de sa philosophie pratique. Voilà. Et là, donc, tu en as des exemplaires. Et donc, il y a des exemplaires ici, si vous voulez, on peut vous le vendre après tout ça. D'accord. Tu me passes le micro. Voici Patrice. Bon, je ne vais pas en parler, faire mon exposé vraiment tard, et puis il y a ce que tu dois donc passer comme film, quoi. C'était simplement, je vais dire quelques mots sur ce que je voulais dire qui était aussi au propos de la relation de René avec Fourier, quoi. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est d'essayer de voir un peu ce que faisaient quelques philosophes dans les années 60, c'est-à-dire quel type de rapport ils pouvaient avoir, quel type de communauté philosophique s'est constituée et qui a donné ce moment quand même très spécifique des gens que nous connaissons et qui, pour une part, ont été justement sont cristallisés dans l'aventure vincennoise, quoi. Donc, par exemple, prenons Fourier. Donc, ma question était, qu'est-ce que Scherrer va chercher chez Fourier? Comment est-ce qu'il découvre Fourier? Et bon, je vois, parce qu'il l'avoue lui-même quelque part, qu'il a commencé à faire un exposé sur Fourier quand il était en 1946 en stage chez un philosophe qui enseignait au lycée Henri IV, qui était au Parti communiste, mais qui était aussi donc sorte de gestionnaire d'un dépôt d'archives dans lequel il y avait justement des textes de Fourier, et qui était à Ulm. Cet homme s'appelait Maublanc. C'est ça qui a fait les premiers morceaux choisis, qu'a lu Walter Benjamin et sur lesquels il a travaillé dans l'œuvre des passages, c'est fait par Maublanc et Armand et Maublanc, qui ont fait en 2 tomes les morceaux choisis de Fourier, qui pouvaient se trouver jusqu'à des années récentes. Maintenant, ça a disparu. Bon, donc effectivement, c'est par exemple dans ces morceaux choisis que Walter Benjamin lit Fourier et l'utilise donc dans ces passages.
Mais qu'est-ce que dit aussi Maublanc dans sa préface? Il dit non seulement que Fourier, c'est quelqu'un qui est vraiment central dans les références que Marx et Engels font aux utopistes, et qu'au-delà donc des disciples de Fourier, donc il y a un hommage rendu à Fourier lui-même, mais au-delà, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fait Maublanc une référence à Fourier pour dire que par certains côtés, on peut retrouver l'influence de Fourier dans l'Union soviétique, dans le plan d'électrification et d'industrialisation de Staline, comme dans l'organisation des kolkhozes et des sovkhozes, où Fourier retrouverait finalement l'image moderne de son phalanstère. Il écrit même que la cabbaliste de Fourier se retrouverait dans les mutations socialistes et dans la régénérescence de l'homme nouveau. Donc, à l'opposé, en 1947, 10 ans plus tard, on a une lecture de Fourier, un hommage de Fourier, une ode à Fourier, donc de André Breton, qui le donne, lui, comme un prophète inspiré, totalement irréductible à tout ce qui pourrait être comme dérive totalitaire du marxisme. Et c'est à ce moment-là, donc, 10 ans plus tard encore, que René va rechercher Fourier, et donc il fait ce fameux texte pour les classiques de la liberté sur donc l'attraction passionnée. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que finalement, il fabriquait dans la préface qu'il donne, René, un Fourier structuraliste. Ce que dit-il, il ne ferait plus aujourd'hui dans un autre texte. Et je ne vais pas développer du tout, mais ce qui m'intéresse, c'est comment tout le temps, toujours dans ces textes très subtils, René se démarque d'un peu toutes les lectures réductrices qu'il pourrait y avoir, et comment il fait un usage des auteurs, en l'occurrence de Fourier, qui est tout à fait une machine à conceptualiser, donc une situation qui est une situation philosophique contemporaine, quoi. Il montre comment Fourier résiste aussi bien à l'ironie bourgeoise qu'à la compréhension marxiste. Il ne se contente pas de se figurer Marx, dit-il, il n'est aucunement socialiste, il n'est certainement pas hegelien. Et ailleurs, tu dis aussi, il n'est pas non plus un utopiste. Donc en réalité, cette catégorie d'utopie, c'est une catégorie que tu tiens elle-même à distance, que tu questionnes, que tu interroges, quoi. Donc, tu évoques cette méthode d'inspiration cartésienne que pratique Fourier, qui est l'écart absolu. Hein, alors là aussi, par exemple, tout à l'heure, Claudia disait, finalement, c'est la question du désir, c'est le désir. Par exemple, dans ce texte-là, tu montres comment il faut distinguer la passion du désir, que le désir est insatisfait, alors que la passion rencontre la satisfaction. Et tu montres aussi comment Fourier va au-delà de Sade, parce que chez Sade, le désir s'accomplit dans la transgression de la loi, alors qu'il n'y a pas d'idée de transgression dans la satisfaction passionnelle selon Fourier. Et moi, on est en 67, je veux dire, forcément, je sais que tu es en train de lire, Kant avec Sade, que tu es en train de te positionner par rapport à Lacan, que tu essayes de tracer un chemin totalement original au milieu d'un certain nombre de réductions qui s'opèrent, et que toujours donc, il s'agit de se démarquer au détour de chacune de tes phrases de telle ou telle pensée contemporaine. Tu montres aussi comment Fourier peut être l'inverse de Hegel, mais pas au sens où l'entend Marx. Donc c'est jamais, il y a toujours une phrase qui suit une seconde phrase et qui nous indique que oui, on peut dire ça, ou on peut dire le contraire de ce qui vient d'être dit, mais ce sera toujours autrement, quoi. Et moi je suis très admiratif, depuis très longtemps, parce que très jeune j'ai lu des textes de toi, si tu veux, de cette subtilité de la pensée qui trace réellement une voie qui est une voie singulière, quoi. Donc tu vas, alors là c'est... On ne peut pas dire toujours le contraire, mais ça j'ai emprunté ça à Jean Val, qui disait, on peut dire ça, mais on pourrait dire aussi exactement le contraire. C'est-à-dire dans des choses qui ne sont pas, qui sont, si l'on peut dire, indécidables, ou tout au moins si le fait d'exprimer d'une façon ou d'exprimer de l'autre n'est pas d'une importance fondamentale, et qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. C'est ça, nous on dit, on peut
par exemple, la confrontation entre Fourier et Hegel, on peut dire oui, au fond, c'est du Hegel, mais on peut dire aussi, au fond, non, c'est tout à fait le contraire de Hegel. Ça n'a rigoureusement aucune importance. L'un et l'autre sont aussi vrais. Pas surtout, mais si l'on considère, par exemple, la grandeur, l'importance, les champs qui sont recouverts par l'un et par l'autre, c'est comme pour Deleuze. On pourrait dire Deleuze, c'est quelqu'un qui est tout à fait contre la phénoménologie, mais on pourrait dire également aussi c'est quelqu'un qui reprend pas dans tout, mais dans certains cas. Donc c'est ça que je veux dire. On pourrait dire ça, mais on pourrait dire aussi le contraire. Ça ne veut pas dire que tout est équivalent, mais dans certains cas, il y a des subtilités excessives qui ne sont pas admises, ou tout au moins qui créent des différences qui sont ce qu'on peut appeler aussi des faux problèmes, ou des questions mal posées, c'est ça. Et ce que j'appelle une pensée qui traverse ou qui tend des lignes, c'est celle qui saute par-dessus ça, donc qui a d'autres préoccupations. Alors, par exemple, tu écris, en ce sens, Fourier est l'inverse de Hegel, mais pas au sens où l'entend Marx. Contrairement à Hegel et Marx, il n'y a chez Fourier ni conscience de soi, ni concept, ni loi, ni désir. C'est un autre type de rationalité saisissable, et alors là, c'est saisissant justement, saisissable, une provocation, à partir du bricolage intellectuel de Lévi-Strauss. C'est ça. Il n'y a plus de référentiel absolu, comme dans la dialectique du concept, à l'image de la pensée critique. Et je ne peux pas développer, mais il y a toute une considération qui intègre les réflexions du moment sur la question du manque, sur la question du zéro, sur la question de la concaténation signifiante, dans laquelle on voit que tu as lu tout ça, parce que tu as toujours été un lecteur, et un lecteur au présent, je veux dire, de la philosophie, et dans laquelle tu fabriques une petite machine, dans laquelle il y a des clins d'œil, évidemment j'en perçois peut-être certains, mais beaucoup d'autres sans doute non, et dans laquelle, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu fabriques ta propre machine, ta propre machine interprétative et ton propre Fourier, quoi. Donc, je ne suis pas le seul, parce que Benjamin a également fabriqué son Fourier dans Passage à l'Univers, mais il fabrique un Fourier extrêmement séduisant, d'autre part. Bon, il y aurait quelque chose à faire aussi sur la manière dont tu termines, quoi, en citant donc le bonheur est d'avoir le maximum de passion et de pouvoir les satisfaire, mis en regard de la citation que tu mets en exergue, qui est donc une vie est un long supplice pour qui exerce des fonctions sans attrait. Hein. Bon, et alors, je vais m'arrêter là, mais simplement, je prends ce texte, bon alors après ça, tu vas développer tout à fait un autre Fourier, que tu vas rapprocher de l'anti-Oedipe, que tu vas confronter donc, avec Guattari. Et de ce point de vue-là, finalement, enfin, ce qui m'intéresse, c'est que qu'est-ce que tu vas chercher dans Fourier, quand tu dis en plus que, d'une certaine manière, ce n'est pas un utopiste, ce n'est pas un socialiste, ce n'est pas, c'est certainement le côté complètement non applicable. Non applicable visionnaire de Fourier, c'est-à-dire, Fourier n'a pas, dis-tu ailleurs, écrit un système pour être appliqué, même si on peut parler, selon l'expression de Laurent Barthes, même si on peut, selon l'expression de Roland Barthes, vivre avec Fourier. Et donc, tu vas valoriser le terme attraction passionnée pour montrer que finalement, ce qui t'intéresse, c'est que ça ne tient pas la route, ou c'est que l'assemblage ne tient pas, qu'il est impossible, que finalement, c'est un pari sur l'impossible, quoi. Et j'y vois quand même quelque chose qui n'est pas sans rappeler une certaine réflexion chez Abinsour de s'attacher justement à une visée ou à une lecture qui, en elle-même, détermine ou produit chez le lecteur